Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la pédagogie et au digital avec la crise sanitaire depuis mars 2019. La formation à distance s'est imposée à tous les acteurs de la formation professionnelle, mais pour se former à distance, il faut avoir des outils, il faut également la maîtrise de ces outils. C'est le défi que doivent relever de nombreux formateurs actuellement. Comment profiter des outils digitaux pour optimiser l'expérience apprenant ? C'est le thème de ce live et nos invités vont vous apporter des réponses à travers leur expérience. Je vous les présente tout de suite avec Sophie Thor. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes directrice du développement Quark Éducation, Synetec spécialisée dans la digitalisation pour les organismes de formation, les entreprises. Et vous-même, vous avez une longue expérience dans le conseil et la transformation digitale. C'est votre expertise. Absolument. Donc, effectivement, plus de 15 ans d'expérience et en tant que consultante notamment et directrice de différents organismes de formation pour aider les entreprises à digitaliser et optimiser aussi le marketing de leur offre, notamment en digital. Autre invité, Stéphanie Riga, bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice, consultante et ingénieure pédagogique avec votre société Graines Digital. Vous faites quoi exactement ? Alors moi j'accompagne des organismes de formation qui souhaitent développer leur parcours de formation en digital. Donc voilà, je les accompagne sur la création et la diffusion de leur offre de formation digitale. Vous allez nous raconter comment tout ça s'est passé pendant la crise sanitaire. Nous avons également au plateau Hugo Humbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller pédagogique digital trainer. En deux mots, digital trainer ? Une formation de formateur, tout simplement. Notamment à la pédagogie digitale. Exactement, notamment. Et puis nous avons un invité en visio. Il s'agit de monsieur Jean-Philippe Parini. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur adjoint d'Otis Formation et du CFA Skill Academy. Comment présenter Otis Formation ? Parce qu'il y a de nombreuses formations. Tout à fait. Donc, le groupe Otis Formation regroupe aujourd'hui 4 sociétés qui sont déployées en PACA. Ça représente 8 sites plateaux techniques pour du présentiel. Aujourd'hui, nous mutualisons 50 collaborateurs. Et notre catalogue de formation est assez étendu puisque nous offrons des formations santé, sécurité au travail, donc tout ce qui est habilitation électrique, CACES, gestes et postures, etc. Des formations métiers et des formations qui préparent à des diplômes certifiants comme les titres pro. Merci pour cette présentation rapide. Je vous rappelle que ce webinaire et ce live est interactif. Vous pouvez poser vos questions à nos invités tout au long de l'émission dans le chat qui est à droite de votre écran. Et en fin d'émission, on se réservera un temps pour répondre à toutes les questions qui vont arriver. Je le disais tout à l'heure, Monsieur Parini, la crise sanitaire a été un accélérateur pour la formation à distance, a bouleversé aussi la notion de distanciel, présentiel, distanciel dans les formations. Comment, chez Otis Formation, vous l'avez vécu Alors, comment on l'a vécu ? Je dirais plutôt comment on l'a subi. Puisque je rappelle qu'en mars 2019, avec le début de la pandémie, on a vu arriver tout un cortège de mesures sanitaires. Et pour nous, les OF, la mesure sanitaire qui nous a été imposée par le décret de mars 2019, ça a été l'arrêt des formations en présentiel. Donc, je veux dire, les directives étaient très simples. C'était l'interdiction d'accueillir en présentiel dans nos centres de formation des apprenants. Dans le même temps, les parties prenantes, les partenaires sociaux, les institutionnels ont lourdement insisté sur le fait qu'il fallait éviter à tout prix les ruptures de parcours. Il ne fallait pas isoler les apprenants, il ne fallait pas rompre les parcours de formation qui avaient été initiés. Et le maître mot qui nous a conduits dans notre stratégie en mars 2019, ça a été d'assurer la continuité pédagogique par tous les moyens. Vous avez donc réussi à assurer la continuité pédagogique. Stéphanie Riga, vous de votre expérience de formatrice, de conseillère, cette continuité pédagogique a pris plusieurs formes, j'imagine. Oui, alors effectivement, ce que raconte M. Parini, je pense qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui l'ont vécu et qui l'ont subi, parce qu'effectivement, tous n'avaient pas déjà développé des propositions de formation distancielle. Donc ça a été vraiment une grosse révolution pour les organismes de formation. Donc ça a été un peu de débrouille, ça a été des manières de devoir s'approprier des outils rapidement, de pouvoir s'adapter
En même temps, bon, le travail de formateur, c'est aussi un travail d'adaptation régulière. Donc, mais là, ça a été, j'imagine, très compliqué. Tout le monde a été dans l'expérimentation. Tout le monde a été dans l'expérimentation. Alors, sauf ceux qui étaient déjà engagés, évidemment. Donc, eux, ils sont partis avec un train d'avance, on va dire. Hein. Mais pour ceux qui ont subi l'effet, au départ, ça a été compliqué. Et puis, au fil des mois, il y a quand même eu des choses qui se sont passées, des gens qui se sont formés, des gens qui ont réussi à développer des choses intéressantes aussi. Tout le monde a testé des outils différents. C'est parti. Il y a eu des cours en Zoom, des cours. Les gens ont testé, les formateurs ont testé les outils qui existaient, les outils qu'ils utilisaient parfois pas pour de la formation mais pour de la réunion, et ils se sont dit pourquoi on pourrait pas les utiliser aussi pour de la formation. On a bricolé, hein, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bricolage dans ce secteur-là, mais je crois qu'il y a des belles choses aussi qui en sont sorties, mais il y a aussi faut pas minimiser le côté difficile de cette période-là. Mais aujourd'hui, les choses se sont éclairées. Aujourd'hui, vous, Madame Torck, vous êtes au contact avec des organismes de formation et des entreprises. C'est quoi les tendances, les besoins aujourd'hui et la demande que vous pouvez avoir de ces clients, c'est quoi ? Et en fait, la crise, effectivement, a accéléré le processus. On était quand même un peu en retard, hein, si on regarde objectivement l'implantation du digital learning en France par rapport à nos amis anglo-saxons, canadiens, américains qui sont depuis très longtemps sur ce marché. Et la crise a bien sûr démultiplié, mais encore accéléré finalement le phénomène et le besoin de mettre à disposition une offre. Et quand on parle d'accélération, en fait, il y a un double effet dans ce phénomène, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut créer du contenu, mais il faut aussi l'organiser. Et donc ça, c'est véritablement une demande aussi. Quand on parle d'organisation du contenu, c'est d'abord du contenu professionnel, puis des contenus qui sont peut-être plus digestes, peut-être plus rapides à mettre en œuvre, mais qui pour le coup font écho à l'actualité. Donc on parle plus peut-être d'information que de formation, mais néanmoins c'est très important de maintenir cette dynamique. Et puis aussi la nécessité, en effet, de former les formateurs à de la digitalisation plus professionnelle, avec des outils peut-être plus simples, et en utilisant au maximum aussi ce qui est présent sur le marché. Parce qu'il n'est pas nécessaire de refaire le monde entier. Et on s'est aperçu que justement cette période a été très propice à l'explosion d'outils, de gains de temps, de méthodes aussi, de conception, et donc très prolixe aussi pour finalement déclencher ou enclencher cette dynamique. J'entends bien un vrai besoin d'accompagnement dans la démarche, encore et toujours. Absolument, un accompagnement, y compris donc sur les outils et le marketing de l'offre. Justement, parlons des outils, parce que comment optimiser l'utilisation de ces outils. Aujourd'hui, Stéphanie Rega, c'est quoi les outils qui existent pour la formation à distance? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de Zoom, mais qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Alors, il existe des outils pour toutes les phases de la formation, finalement. Il y a des outils de conception, un petit peu ce que vous disiez, de conception de ressources pédagogiques. Donc, on a de plus en plus d'outils qui permettent de proposer assez facilement des choses plutôt attrayantes et plutôt agréables à regarder. On a des outils d'interaction qui permettent, du coup, de rendre l'apprenant actif à distance. Alors, des outils de quiz, des outils qui permettent des exercices interactifs. On a des outils de classe virtuelle. C'est vrai que les outils de classe virtuelle en particulier, c'est assez intéressant parce qu'on voit que finalement ce sont des outils qui au départ étaient ce que vous dites, Zoom, où effectivement c'est des outils de réunion. Et puis petit à petit, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont apparues pour répondre aux problématiques de la formation, un tableau blanc, la possibilité de faire des petits groupes classes à distance. Et puis aujourd'hui, on voit se développer des outils de classe virtuelle encore plus sophistiqués qui permettent de développer même l'informel en formation à distance, enfin qui vraiment permettent de ressembler le plus possible à du présentiel. Et puis il y a les outils de diffusion, les plateformes, les fameux LMS, qui sont aussi de plus en plus ergonomiques, agréables à la navigation, alors qu'il y a encore 3-4 ans, ils pouvaient être un petit peu austères et pas toujours faciles à prendre en main. Donc il y a plein de choses à connaître. Monsieur Parini, vous utilisez ces outils, j'imagine que vous avez un LMS au niveau d'Otis Formation. Concrètement, qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui au niveau de vos formations? Je ne vais pas vous demander de citer les outils pour chaque formation, parce qu'on en aurait pour la journée entière.
Tout à fait. Mais effectivement, aujourd'hui, nous avons développé donc une plateforme LMS avec l'aide d'un partenaire, donc plateforme LMS dédiée Otis. Et effectivement, tout ce qui a été dit, c'est exactement ce qu'on a pris en compte, notamment la simplicité de l'interface de connexion, puisque déjà, nous devons nous approprier les outils digitaux, mais il faut aussi qu'en face, les apprenants soient en capacité de s'approprier très vite l'outil digital. Et là, c'est important, l'expérience utilisateur, pour nous, a été un choix fondamental pour justement éviter ces ruptures de parcours dues à une lassitude, à une complexité d'accès au module du parcours. Et donc, je sais, quand nous avons préparé l'émission, pour vous, il y a quelque chose de très important, c'est aussi lutter contre la rupture numérique. C'est une priorité chez Otis Formation. Tout à fait, c'est une priorité. D'ailleurs, c'est un des enjeux aussi de lutter contre la rupture numérique. Et c'est pour nous un engagement fort, notamment au travers des accompagnements spécifiques certifiants, comme le CLEA numérique ou le PIX aujourd'hui, où il nous est permis d'utiliser certaines plateformes pour accompagner justement les apprenants à mieux maîtriser l'outil numérique pour être en capacité de suivre de manière plus confortable les futurs parcours qui leur seront proposés. Sophie Torre, juste en parlant d'outils, dans votre société, chez Quark Éducation, quels sont les outils que vous proposez? Parce que vous proposez des outils aux organismes de formation et aux entreprises. Absolument. Je rejoins Stéphanie sur la disparité des outils en fait qui fait la richesse et qui sont tous au service évidemment d'une meilleure expérience apprenant. Nous avons des outils de création de contenu, comme vous le citiez tout à l'heure, notamment un outil qui est extrêmement puissant qu'on utilise aujourd'hui dans nos accompagnements d'entreprise, qui s'appelle T-Book Prod, donc un outil de partage avant tout, que ce soit avec nos clients à tous les moments de la conception numérique et digitale des parcours de nos apprenants. Donc un outil de prod qui permet aussi de suivre en temps réel finalement tout ce que nous recevons et puis tout ce que nous du coup digitalisons de la part de nos clients. Mais aussi des outils évidemment pour faciliter la vie des apprenants. Donc une plateforme bien sûr, nous avons T-Book mis à la disposition de nos clients pour ceux qui n'en sont pas équipés, sur laquelle ils peuvent bien sûr venir poster leur contenu, que ce soit les leurs ou les nôtres. Mais surtout des outils innovants tels que la Learning Box, en réalité une véritable interface qui propose plus de 600 compétences certifiantes à nos clients, donc pour venir puiser dans une bibliothèque de ressources, ce qui répond parfaitement aujourd'hui aux interrogations que se posent les entreprises. Comment faire face finalement à l'employabilité et du coup comment doter nos salariés de compétences certifiantes à l'intérieur de parcours métiers. Donc ils viennent puiser dans cette Learning Box finalement des modules qui sont déjà clés en main sur étagère pour venir compléter leur parcours. Puis nous avons d'autres outils, nous avons par exemple la Watch, un outil digital disponible sur mobile. Une application alors? Une application absolument, dont l'ambition est à la fois de permettre à l'apprenant de s'en sentir bien dans une optique RSE, finalement quelles sont mes meilleures conditions d'apprentissage à travers un questionnaire qu'on leur pose au préalable, de manière à leur permettre d'accéder au contenu de formation ou de révision ou de rappel sur cette application mobile de la meilleure manière qu'ils ont d'apprendre. Donc vraiment parfaitement adapté à leur rythme d'apprentissage. Et puis, bien sûr, un autre outil dont on parle en ce moment, c'est la mise à disposition d'un métaverse, donc le MetaQuark, pour pouvoir faciliter les échanges en synchrone, évidemment, pour tous les apprenants. Ça fait quand même beaucoup d'outils. Et là, on est dans le vif du sujet. Il faut savoir les maîtriser, ces outils, parce que ça peut être dangereux. Un outil mal utilisé, on explose un parcours apprenant, j'imagine. Stéphanie Rega. Oui, en effet, c'est vrai que les outils, ça a un côté magique, mais ils ne le sont pas. Et alors effectivement, si les outils sont mal utilisés, alors on va aller à l'inverse de optimiser un parcours apprenant. On risque effectivement plutôt de l'exploser et puis de créer surtout de l'insatisfaction. Si la personne se connecte et que ça bug, vite elle va se mettre en retrait et elle va vraiment être embêtée par
rapport à ça. Et puis parfois, on a aussi une sorte de pensée magique. On utilise un outil, donc ça va maximiser l'apprentissage. Il suffit de le dire, quoi. Or non, un casque virtuel, c'est pas la pilule rouge de Matrix, quoi. Ça, malheureusement, ça nécessite quand même un petit peu de cohérence par rapport à un parcours de formation, à des objectifs pédagogiques. Alors, tout ce qu'on a les former. Je comprends de l'importance de l'expérience de l'utilisateur. Ça, M. Parigny en parlait, mais c'est aussi pour le formateur. Le formateur travaille avec un casque virtuel, c'est une révolution. Travailler en classe virtuelle à distance, c'est aussi une révolution. Monsieur Parigny, j'imagine que vous avez eu des expériences, des formateurs qui ont été en difficulté à un moment donné face à cette digitalisation totale due à la crise sanitaire. Alors, c'est évident que dans les équipes, on a eu, je dirais, 2 groupes qui se sont formés, puisque je rappelle quand même que dans la loi de septembre 2018, qui s'appelait quand même la liberté de choisir son avenir professionnel, la loi a confirmé l'approche multimodale. C'est-à-dire qu'elle a confirmé cette triple possibilité en matière de méthodologie pédagogique, du présentiel, de la FOAD et de la FEST. Donc, ça veut dire que dès 2018, nous, on s'est quand même saisi par un petit groupe de formateurs de cette approche multimodale. Et effectivement, on avait commencé à mettre en place une réflexion sur quels outils, comment les utiliser. Et donc, on avait une équipe qui était spécialement chargée de ça. Mais il est évident que pour la plupart des formateurs, qui sont chez nous des formateurs métiers, dans le bâtiment, dans le second œuvre, il est évident que le métier de plaquiste, être du jour au lendemain amené à accompagner un apprenant par des outils digitaux, ça a été un petit peu compliqué, effectivement. Alors, vous, dès 2018, vous avez vrai, mais Digital Trainer, depuis 2017, vous avez lancé une formation à la formation digitale. Donc, vous accompagnez des formateurs à mieux connaître cet environnement. Expliquez-nous, c'est quoi cette formation Digital Trainer ? Alors, globalement, la formation de Digital Trainer va permettre de comprendre tous les outils EdTech que les formateurs pourront utiliser, soit pour créer des cours en distanciel, soit en présentiel. Le but est vraiment de varier les deux pour proposer, pour s'adapter vraiment aux besoins de chaque apprenant et également à leur niveau également. Donc c'est très important de pouvoir s'adapter aux besoins et au niveau de chaque apprenant pour proposer des contenus intéressants. C'est une formation qui est reconnue, certifiante Oui, tout à fait. Donc, nous sommes les certificateurs. C'est une formation qui est reconnue au répertoire spécifique, qui délivre une certification aux apprenants qui suivent la formation. Et donc les formateurs peuvent montrer et faire savoir qu'ils maîtrisent cet univers. Je sais que vous... alors on va d'abord parler du contenu. Il y a d'autres contenus spécifiques. Je sais que vous formez, vous donnez des cours à travers Digital Trainer. Vous faites quoi exactement ? C'est quoi les contenus de vos cours ? Alors moi, j'ai participé à la conception des contenus de formation qui sont digitalisés, donc qui sont proposés sous une plateforme, avec une plateforme. Et là, aujourd'hui, je fais plutôt de l'accompagnement, du tutorat. Ah, parce que là, il y a du tutorat dans cette formation. Expliquez-nous. Exactement. Donc, en fait, on propose actuellement 2 formules et c'est vrai que c'est intéressant de proposer le tutorat parce qu'on le met vraiment au cœur de la formation actuellement. Donc on propose soit 10 heures d'accompagnement, soit 20 heures. L'accompagnement sera tout au long de la formation, permettant à l'apprenant de comprendre davantage les contenus de la formation et de plus facilement mettre en pratique la théorie abordée durant la formation. 10 heures ou 20 heures de tutorat, mais et le reste, c'est en combien de temps elle se fait cette formation ? Il y a combien d'heures, comme on dit Alors la formation dure 4 mois et donc on a 30 heures de cours et 50 heures de projet. 50 heures de projet, généralement on teste l'apprenant à chaque domaine de compétences. Nous avons 5 domaines de compétences et donc on teste l'apprenant à chaque fois pour justement qu'il puisse mettre en pratique la théorie abordée pour chaque domaine de compétences. Parce qu'on est en plein dedans, ça se fait en présentiel, en distanciel ? Tout à distance, justement pour déjà se mettre un petit peu dans la digitalisation directement. Il y a déjà des questions qui arrivent, mais on va les traiter juste après. Moi, j'ai encore plein de questions. Dans cette formation, on apprend à utiliser des outils. On parle de certains outils. Comment ça se passe ? Vous avez des cours là-dessus ou c'est juste le tutorat ?
Alors, ce qui est intéressant dans cette formation, c'est qu'au-delà des outils, on apprend surtout à quel moment les utiliser, à quelles fonctions ils répondent, et on est vraiment sur comment on les utilise, plutôt que présenter des outils en tant que tels. Après, ça là je parle pour les cours qui sont donc suivis via le LMS, et puis après nous en tant que tuteurs, on peut, en fonction des questions, aborder, présenter certains outils évidemment, mais ça c'est, on va dire, un peu au cas par cas à la demande. Alors je sais que vous êtes tuteur, il y a une question, on va la traiter tout de suite. En quoi consiste ce tutorat ? Ce qu'on sait quand même, parce que les formations digitales, elles datent pas du Covid, c'est qu'une formation en ligne, une formation à distance, c'est compliqué. On observe beaucoup de taux d'abandon. On rencontre l'isolement de l'apprenant qui doit apprendre tout seul face à un écran. Donc, on sait quand même aujourd'hui que le tutorat, c'est quelque chose qui est facilitant et qui va permettre d'accompagner mieux l'apprenant dans son parcours. Donc, effectivement, là, sur ce parcours, les apprenants ont à disposition un temps pour échanger avec un formateur sur ce sujet, qui connaît ce sujet et qui va lui permettre de lui apporter des réponses supplémentaires, de creuser un concept, de donner des exemples aussi de la vraie vie, du concret, comment on met en place les choses dans la vraie vie. Et puis parfois, il arrive aussi que certains ont des projets, c'est-à-dire font cette formation avec un projet professionnel et veulent digitaliser une formation et profitent aussi de ce temps de tutorat pour travailler leur projet concrètement. Monsieur Parini, je sais que parmi vos formateurs, il y en a qui suivent cette formation aujourd'hui. Pourquoi vous avez fait ce choix et quels sont leurs retours ? Je crois qu'ils sont encore en cours de formation. Racontez-nous. Tout à fait. Donc, on a pris très vite la décision de faire monter en compétences nos formateurs. Notamment, l'objectif était vraiment d'augmenter leur capacité à gérer et maîtriser les parcours FOAD. Donc, au travers de cette formation, on a pu trouver effectivement les 5 domaines de compétences dont parlait Hugo, qui sont véritablement les compétences nécessaires pour pouvoir maîtriser et surtout avoir cette agilité intellectuelle de pouvoir passer d'une modalité digitale à une autre. Les différents outils dont on parlait, c'est effectivement cette capacité de pouvoir dire, tiens, arriver à ce stade-là de la formation, avec mon apprenant, je vais plutôt me comporter comme ça. Donc, ça sera plutôt une classe virtuelle. On a aussi cette logique d'apprentissage en autonomie, mais également le peer learning, l'apprentissage par les pairs que nous, on essaye de très fortement développer. Et là, on trouve toutes ces modalités, et il était nécessaire véritablement d'apprendre à utiliser ces outils. L'outil ne vaut que par la capacité que l'on a à l'utiliser correctement. Alors, ils n'ont pas fini, mais est-ce qu'ils sont contents ? Est-ce que vous avez eu des retours ? Alors, je suis en liaison régulière avec eux, et effectivement, les retours sont très positifs, puisqu'ils sont pour la plupart titulaires d'un titre pro FPA, formateur professionnel adulte, dans lequel il y avait déjà un petit module qui traitait de la digitalisation. Mais là, ils sont très contents de pouvoir aller très en profondeur et de pouvoir apprendre vraiment à maîtriser la totalité de ces outils qui sont mis aujourd'hui à disposition. Alors, je sais, Monsieur Habert, que la formation existe depuis longtemps. Est-ce que vous avez eu des retours de ceux qui ont eu la certification ? Oui, tout à fait. J'ai eu pas mal de retours justement d'apprenants qui ont réussi à mettre en application directement, par exemple la lecture d'un prompteur ou la création de capsules vidéo, tout ça qui ont pu être abordés notamment avec Stéphanie pour justement plus facilement mettre en application avec les séances de tutorat qui ont été faites durant la formation. Aujourd'hui, ça permet d'œuvrer plus facilement, ça permet peut-être aussi d'avoir de nouveaux postes de formation au vu de ceux que vous avez pu suivre ces dernières années. Vous faites ce constat parce qu'on peut trouver sur le site de Digital Trainer, digital-trainer.fr, des témoignages d'anciens formateurs qui ont suivi cette formation.
On a effectivement souvent des formateurs, et comme le disait aussi M. Parini, des gens qui ont déjà un titre FPA et qui ont déjà de l'expérience. Souvent, c'est pas des débutants, hein, c'est plutôt des gens qui ont de l'expérience en tant que formateurs et qui veulent rajouter cette brique numérique et multimodale et pouvoir justement profiter au mieux de ces nouvelles possibilités. Et oui, en effet, ils peuvent, à partir de cette formation-là, proposer des parcours multimodaux, que ce soit en langue, que ce soit vraiment sur des thématiques très diverses, pouvoir profiter de cette certification-là. Et on voit bien aujourd'hui le nombre de postes qui explose sur ces sujets-là. Il y a beaucoup d'organismes de formation qui proposent maintenant des formations soit en présentiel, soit en distanciel, soit en multimodal, parce qu'il y a aussi une demande, c'est ce que vous le disiez. Maintenant, il y a aussi une demande du public de pouvoir aussi profiter de ces possibilités-là, quoi. Alors on va prendre une question là, puisque y a-t-il un examen final ou une soutenance pour obtenir cette certification? Concrètement, comment ça se passe au bout de ces 4 mois? C'est ça, c'est que donc on a déjà le contrôle continu. Donc comme je disais, il y a les études de cas qui sont à rendre à chaque fin de domaine de compétences, et en plus de ça, une certification, donc une soutenance finale, où là on testera l'apprenant sur les 5 domaines de compétences qui ont été abordés durant la formation. D'accord. Moi j'avais quand même une question, mais qui rejoint celle de Farida. Quel est le coût de cette formation? Combien ça coûte? Alors, comme je disais tout à l'heure, on a 2 formules. La première formule avec les 10 heures de tutorat est à 2500 €. Et pour les personnes qui ont moins de connaissances dans le digital, avec les 20 heures de tutorat, à 3500 €. Alors, mais il y a des possibilités de prise en charge, j'imagine. Bien sûr. On a notamment le compte personnel de formation qui peut financer la formation. On a aussi donc, la possibilité de financer avec Pôle emploi. Ou encore ça répond à la question de Soumia. Parfait. Pris en charge par Pôle emploi? Oui. Et également les fonds personnels. Donc on a aussi différentes possibilités avec la GFIP qui peut prendre en charge les personnes en situation de handicap, ou les personnes qui ont un statut auto-entrepreneur qui peuvent financer avec un organisme qui s'appelle la GFIS. Et la démarche, elle est individuelle? Est-ce qu'elle peut être collective pour une entreprise, un organisme de formation? On voit de plus en plus d'entreprises effectivement qui veulent professionnaliser leur pôle L&D. Ça répond vraiment à la demande à la fois de mise à disposition instantanée. On sait que le time to learning doit se raccourcir. Donc on voit des demandes maintenant pour professionnaliser une équipe dans son intégralité. On a des clients qui nous sollicitent pour 8, 10, 20 formateurs. Et c'est aussi la force de Digital Trainer, c'est de pouvoir aussi monter des promotions spécifiques pour tous nos clients qui voudraient imaginer une promo tout simplement de formateurs aguerris au numérique. Alors, il y a pas mal de questions. Je vous propose de passer aux questions. Moi, d'abord, la mienne. Vous avez parlé de MetaQuark, de Metaverse. C'est un nouvel outil. Est-ce que vous formez chez le Digital Trainer à ça, Hugo Humbert, vous qui... Nous, on est vraiment dans l'adaptation, donc c'est vrai qu'on essaye de mettre en place le métaverse pour proposer justement aux apprenants quelque chose de beaucoup plus immersif pour justement que l'apprentissage soit encore plus, disons, parce que en fait, la formation, vous évoluez constamment parce qu'il y a des outils nouveaux tous les 6 mois. Donc, tous les 6 mois, ça va plus vite que ça. Hein. C'est vrai il suffit d'aller au dernier salon e-learning pour voir l'explosion des outils. Aujourd'hui, c'est plus de les choisir qui est compliqué que d'en avoir, parce qu'ils sont de plus en plus accessibles. Alors, peut-être pas le métaverse, mais encore que, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'outils accessibles. Alors accessibles à la fois financièrement pour les petits organismes de formation, les formateurs indépendants, et puis accessibles en termes de prise en main aussi. Hein. C'était une question. Quels sont les outils qui sont abordés pendant la formation? Les outils, on va apprendre vraiment globalement à comprendre l'utilisation des outils. C'est-à-dire que, par exemple, la création de capsules vidéo ou la lecture sur un prompteur, globalement, c'est vraiment la compréhension des différents outils digitaux. Et après, ça, c'est vraiment, comme disait Stéphanie, au cas par cas. Donc, en fonction des besoins de chaque apprenant, qui pourront être vus directement dans les séances de tutorat. Si un apprenant a besoin d'un outil en particulier, il pourra directement solliciter Stéphanie au cours des séances de tutorat.
Pour rejoindre ce que vous disiez, il y a tellement de nouveaux outils qui arrivent sur le marché que, au final, en présenter un plutôt qu'un autre sur des parcours qui sont conçus pour être reproduits quand même sur une certaine durée, ça n'a pas forcément de sens. C'est plutôt effectivement de bien comprendre pourquoi on utilise celui-ci, de quoi on a besoin. La boussole d'un formateur, ça doit quand même être ses objectifs, son public, et en fonction de ça, de savoir où est-ce qu'il peut aller, qu'est-ce qu'il peut utiliser comme meilleur outil. Donc à partir de là, on peut l'orienter. C'est aussi effectivement le rôle du tuteur de l'orienter vers des choix, les choix du moment entre guillemets. Et le rôle de l'organisme de formation, Monsieur Parigny, si j'ai bien compris, il y a une révolution, c'est il faut transformer le logiciel des formateurs dans leur rapport aux apprenants à travers tous ces outils numériques. Il est évident qu'un gros chantier qui s'est ouvert, c'est véritablement la transformation de l'appareil de formation. Aujourd'hui, ce sont des approches qui sont vraiment différentes par rapport à ce que l'on dispensait avant. Et je reviens sur la notion de tutorat pour dire à quel point cette notion est importante, puisque la plateforme en elle-même va permettre d'avoir un reporting sur le comportement d'un apprenant lors de son parcours. Et là, c'est la réaction du tuteur vis-à-vis des éléments créés par la plateforme au niveau du reporting, qui va faire apparaître que sur tel module, il a eu plus de difficultés et peut-être revenir vers lui pour du tutorat, un petit peu de coaching et une classe virtuelle. Et c'est véritablement là que va se situer la maîtrise de l'outil digital. C'est au travers du reporting que l'on pourra avoir sur les comportements et de quelle manière les apprenants s'inscrivent dans leur parcours. Il y avait une autre question, c'est l'utilisation du digital, de ces outils pour le distanciel, mais est-ce qu'on doit et on apprend à les utiliser aussi dans le présentiel ? Oui, bien sûr. Il y a aussi de plus en plus d'outils qui cherchent à dynamiser le présentiel, à remplacer des cours descendants et parfois un petit peu ennuyeux par la possibilité d'interagir, de faire interagir les apprenants, de les amener à collaborer, à travailler de manière coopérative. Il y a effectivement un certain nombre d'outils qui sont présents sur le présentiel aussi, oui, bien sûr. Monsieur Parigny, je pense que vous faites ça, non ? Alors, véritablement, ça a été également une question fondamentale lorsque on a déployé depuis 2015 l'apparition du CLEA, notamment, le CLEA Socle, qui traite de la maîtrise des compétences de base dans un environnement professionnel, où il a été très vite question de former des gens suite à une évaluation initiale sur différents domaines, du français, des maths, un peu d'informatique. Et comment gérer lorsqu'on se retrouve dans une salle de formation avec 12 personnes à former, alors qu'il y en a une certaine partie qui doit faire un petit peu de mathématiques, d'autres qui doivent faire du français, d'autres qui doivent travailler encore d'autres domaines. Et c'est là où le digital prend toute sa valeur, puisque un formateur avec une salle équipée en numérique peut accueillir ses 12 apprenants et chacun va recevoir de la part du formateur via la plateforme son petit parcours individualisé par rapport aux éléments qu'il a à travailler. Et là, nous, on parle vraiment là de présentiel augmenté, qui permet vraiment ce confort de dire je peux accueillir dans une même salle des apprenants qui ont des visées différentes en matière de parcours. Et là, vous allez répondre tous les deux, j'imagine, à la question qui nous arrive de LinkedIn. Quel est l'impact de la digitalisation sur l'ingénierie pédagogique ? Au vu de l'exemple de M. Parigny, c'est une vraie révolution. Ben oui, parce que oui, l'exemple est intéressant, mais c'est vrai qu'une formation présentielle, ça s'inscrit dans une unité de temps, de lieu, d'action. Donc on a une formation d'une journée sur la gestion du stress en salle B12, et puis de 8h à 10h, on va aborder tel sujet. Tout le monde va aborder le même sujet de 8h à 10h. Il y en a certains qui le connaîtront peut-être déjà par avant, d'autres qui auront besoin de plus de 2 heures. Peu importe, une formation normale, une formation classique, traditionnelle, elle s'organise comme ça.
ça. Et c'est vrai qu'avec le multimodal, on va intégrer de la flexibilité dans tout ça et permettre du coup de s'adapter mieux au niveau de chacun, à l'hétérogénéité d'un groupe, à pouvoir effectivement, je pense que le mot a été dit là, d'individualiser, c'est vraiment l'enjeu. S'il y a un enjeu autour du digital, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut individualiser les parcours de formation, et du coup les outils digitaux nous aident à ça via les données qu'on peut récupérer effectivement de plateformes, et puis effectivement pouvoir s'adapter à chacun. Voilà, mais alors la question revient assez souvent, alors j'en prends une. Est-ce que des formations des plateformes comme Classroom, Zoom seront abordées dans la formation Digital Trainer? On a répondu un petit peu, mais il y a une vraie demande sur bien connaître les outils, les marques, etc. Non, enfin, non, ce ne sera pas abordé. C'est vraiment, nous, globalement, pouvoir combiner le présentiel et le distanciel. Et comme disait Jean-Philippe, d'ailleurs, le présentiel augmenté, c'est un très bon terme pour dire justement qu'on veut combiner ces deux modalités pédagogiques pour justement proposer et s'adapter aux besoins de chaque apprenant. C'est une logique globale. Après, c'est avec les périodes de tutorat où on rentre dans le détail, où on peut analyser un outil, parce que bien évidemment, les outils changent. Même les options sur certains outils changent tous les 6 mois. Ah oui, les fonctionnalités évoluent très vite, et c'est vrai que le tutorat sur ce parcours-là, il est très libre. Il est vraiment très très libre. Donc c'est vraiment à la demande de l'apprenant qui, voilà, c'est pour certains, ils n'auront pas bien compris l'étude de cas qu'ils avaient à rendre, donc on va revenir dessus. Mais d'autres auront vraiment un projet concret et voilà, viennent en disant, moi je veux développer telle chose auprès de tel public, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, quels outils on pourrait utiliser, et on travaille ensemble vraiment pendant ces temps de tutorat pour les accompagner sur leur projet, pour qu'ils puissent le proposer à la suite de la formation, pour qu'il soit déjà opérationnel. Alors, on est en train de lancer un petit sondage qui est dans le chat. Merci d'y répondre. Est-ce que vous avez un projet de formation dès cet été, à la rentrée, d'ici la fin de l'année? Répondez. On va continuer les questions. Alors, il y a une question, je vais y répondre. C'est: peut-on vous contacter pour se renseigner sur le ou les besoins? Nous pouvons. Alors, effectivement. Alors, vous pouvez aller, bien sûr, sur le site digital-trainer.fr, et sinon, vous mettez en contact avec Hugo Humbert en allant par mail, c'est le mieux? Par mail. contact@digital-trainer.fr. D'autres questions? Il y en a plein. Ah oui, il y a une question qui est intéressante, mais qui est large. Quel budget faut-il réserver à tous ces outils? Alors oui, forcément, la réponse, elle va être... La fourchette est très large, effectivement. On peut faire des choses très bien avec très peu de moyens. Il existe des outils je dirais pour un formateur indépendant qui veut commencer à utiliser certains outils, la plupart des outils proposent des tests, des temps d'utilisation gratuites qui permettent de s'approprier l'outil, de regarder un petit peu comment l'utiliser et de le tester. Et puis effectivement, alors après, si on est un organisme de formation, qu'on veut déployer vraiment une stratégie un petit peu digitale sur l'ensemble du catalogue de formation, alors on va effectivement avoir des besoins qui n'auront pas du tout la même ampleur. C'est de gros investissements? Oui, justement, j'allais compléter ce que disait Stéphanie. En fait, moi, je ne parlerais pas forcément de budget pour ces outils, je parlerais plutôt de ROI. Quand on choisit justement d'utiliser une solution, quelle qu'elle soit, alors d'une part, il y a des budgets qui sont pris en charge. Je parle des entreprises cette fois, je ne parle pas des formateurs indépendants. Les entreprises ou les organismes de formation ont fait le choix d'avoir budgétairement choisi une plateforme ou pas encore, mais concevoir une modalité pédagogique, qu'elle soit présentielle ou digitale, demande du temps. Derrière, cette mise à disposition de ressources aussi, elle est aussi importante dans la mesure où le besoin se fait ressentir pour une réponse immédiate. Donc déjà, l'immédiateté remplit une partie du retour sur investissement qu'on y apporte. La deuxième raison, c'est aussi que grâce à des outils, je parlais tout à l'heure de la Learning Box, où vous avez déjà des compétences qui ont été développées par d'autres et qui sont disponibles sur étagère,
La digitalisation permet de faire aussi du stretch, c'est-à-dire de pouvoir remettre à disposition. On sait qu'il y a des compétences transverses, on sait qu'il y a des séquences pédagogiques qui ont été plutôt bien faites, on sait qu'il y a des vidéos qui peuvent être réutilisées. Donc effectivement, il y a une dépense peut-être initiale dans la conception, mais on s'y retrouve très rapidement autour de la mise à disposition de la ressource, le fait que les populations soient immédiatement formées et employables, et puis la capacité à réutiliser de la ressource. Bien sûr, s'il ne s'agit pas de ressources réglementaires qui évoluent très très vite, mais en tout cas, tout ce qui est compétences transversales, tout ce qui est lié à des gestes métiers, peuvent aussi justement être mis à profit dans un grand nombre de formations. Et donc c'est là où finalement on parle plus de ROI que de budget dépensé. Monsieur Parrini, vous acquiescez, ça a été des choix d'investissement lourds ou pas trop lourds pour Otis Formation? Alors, je dirais que ça a nécessité une prise de décision économique, stratégique importante, puisque les coûts quand même d'investissement sur une plateforme LMS sont quand même importants. Mais je dirais que par rapport à ce qui a été dit, c'est exactement ça. C'est ensuite le développement des modules dont vous avez besoin. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des produits sur étagère, ça a été dit tout à l'heure, qui sont très intéressants, dans la mesure où l'immédiateté permet de pouvoir construire très vite des parcours en mutualisant certains de ces modules. Mais effectivement, il est évident que petit à petit, la plateforme LMS va permettre de mettre en place de nouvelles approches. Notamment, nous, ce qu'on parle, on parle de bibliothèque de ressources, puisqu'à la fin d'une formation, de manière assez régulière, on distribuait des supports aux différents apprenants, des supports papier. Donc aujourd'hui, on va leur permettre d'accéder à notre plateforme LMS et de pouvoir accéder à notre bibliothèque de ressources, et qui reboucle un petit peu notre engagement RSE, limiter l'utilisation du papier. Revenons à la formation de formateurs digital. Il y a une question. Utilisez-vous l'intelligence émotionnelle par le décryptage des émotions? Utilisez-vous l'IE pour le décryptage des émotions? Alors, utilisons-nous. Pas actuellement, non. Voilà, c'était... financé par le CPF, bien évidemment. En combien de temps on peut assurer le financement de sa formation? Une question très pratique. Alors, ça tout dépend du mode de financement, mais en tout cas, si c'est un financement par mon compte formation, ça peut être très rapide. En 2 semaines, le processus d'inscription peut être effectué. C'est des formations en entrée permanente ou il y a des rentrées tous les X mois Non, tout à fait, c'est des entrées permanentes, donc ce qui rend aussi le suivi de la formation assez flexible. Donc on peut choisir vraiment quand on va débuter la formation, ce qui peut permettre de s'adapter, notamment avec son activité professionnelle, pour pouvoir combiner le suivi de la formation et également son emploi à côté. On me demande de relancer les questions du sondage. Merci de répondre au petit sondage qui est dans le chat. Je pense qu'on a fait le tour de la question sur cette révolution digitale, sur la nécessité de se former. J'ai envie de terminer avec un petit tour de table. Quel est le conseil ou le point d'attention que vous voulez partager avec ceux qui nous suivent sur cette révolution? On commence par vous, Hugo. Bien sûr. Alors, moi, je dirais tout simplement que c'est très important de se former, notamment à l'ère du digital, parce que on connaît très bien la révolution un petit peu dans le monde de la formation. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir combiner et pouvoir vraiment s'adapter à chaque apprenant et à son niveau. Donc, c'est vrai que se former au digital permet vraiment de proposer des nouveaux contenus plus attractifs pour les apprenants dans le domaine de la formation. Madame Thor? Moi, je dirais que ce qui compte, c'est effectivement de suivre le mouvement. C'est extrêmement important. Stéphanie disait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses. Il ne s'agit pas que d'outils. Je rejoins ce que vous disiez sur la conception et l'ingénierie pédagogique. Les outils sont au service de la pédagogie avant tout, pour pouvoir favoriser l'expérience apprenant. On voit arriver le métaverse aujourd'hui. On voit que le métaverse, c'est l'opportunité justement de réunir des apprenants
un peu différemment, même très différemment de ce qu'on a connu avec les outils qu'on partageait tout à l'heure, hein, Teams, Zoom et ainsi de suite. Et en fait, se posent de nouvelles questions. C'est-à-dire, finalement, comment j'anime dans un métaverse aussi bien que dans le présentiel, puisque l'opportunité m'est offerte. Donc, je pense qu'il y a une notion à la fois de vigilance en se disant comment finalement je reste pertinent, toujours dans une optique d'efficacité pédagogique. Et c'est bien ça, en fait, qui doit nous driver, c'est être centré apprenant pour pouvoir leur permettre de vivre la meilleure expérience, finalement, quelle qu'elle soit, présentielle, digitale ou à distance, et quelle que soit la durée. Monsieur Parini, votre conseil ou point d'attention Le point d'attention, ça a été notre première interrogation, c'est comment recréer en distanciel cette interactivité qui existe en présentiel. Je veux dire, un formateur qui est en face à face, il a même de manière, dans une approche cognitive, la façon dont il va percevoir l'apprenant. Il préfère un dessin au tableau, il préfère plutôt un texte, il préfère un échange oral. Donc, notre interrogation était de dire, est-ce que le digital va nous permettre de continuer à utiliser tous ces modes de lecture interactive que l'on avait avec les apprenants en présentiel. Et heureusement, avec cette approche de formation multimodale, la réponse aujourd'hui est oui. Il y a d'autres moyens aujourd'hui de s'assurer effectivement que l'apprenant se sent bien dans son parcours et que l'on peut l'accompagner jusqu'au bout. Merci, Monsieur Parini. Difficile d'intervenir À la fin à la fin, Stéphanie Rega. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la posture du formateur, elle est quand même pas mal bouleversée avec tous ces outils. Donc, ça demande du temps, d'investissement aussi pour se former. Et puis, moi, finalement, j'avais envie de conclure sur mon directeur de master. Il nous disait, on vous serait embauché parce que vous connaissez tel et tel outil, mais on vous gardera parce que vous avez les compétences en ingénierie pédagogique qui vous permettront de bien les utiliser. Et je pense qu'en effet, les deux doivent être la connaissance des deux est complémentaire et importante pour faire des beaux parcours. Merci en tout cas à tous les quatre pour vos éclairages et témoignages. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus sur cette formation de formateur digital, vous pouvez aller sur le site digital-trainer.fr ou envoyer un mail à contact@digital-trainer.fr. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette vidéo sur les réseaux sociaux de Digital Trainer et bien sûr sur la chaîne demain. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau live autour des questions de la formation. Au revoir.